Alors, bienvenue dans la formation Google Sheets version avancée. Quand je dis avancée, on s'entend. Je vais vous montrer des options qu'on voit moins au premier abord. Donc, habituellement, quand on présente Google Sheets, on travaille sur certaines fonctionnalités. Ce qu'il y a d'avancé dans la formation d'aujourd'hui, c'est dans l'utilisation. Je vais aller chercher quelques formules un petit peu moins utilisées, puis quelques utilisations moins connues qu'on peut faire de notre élément Google Sheets. Donc, on commence maintenant. Je vais vous présenter mon écran dans lequel j'ai un exemple ici de feuille de Google Sheets. Donc, Google Sheets est souvent comparé à Excel, mais en fait, Excel et Google Sheets font partie du même élément, c'est-à-dire ce qu'on appelle un tableur. Un tableur, c'est simple, c'est plusieurs cellules. Donc, présentement, j'ai la cellule B2 et chaque cellule peut contenir de l'information. Étant donné qu'on est dans une formation avancée, j'imagine que vous connaissez déjà un peu les fonctionnalités de base. Vous savez, par exemple, que la phrase que j'ai écrite ici, disons, les lettres que j'ai tapées, sont tous contenues dans la cellule B3 et que même si je vois que ça déborde du côté ici, on voit que la cellule C3, elle est vide. Son contenu est vide. Ça, c'est un élément sur lequel on ne porte pas attention au début, mais je vous dirais que ça porte confusion chez les élèves. Souvent, les élèves ont de la difficulté à comprendre que toute l'information fait partie d'une cellule en tant que telle. Je vous présente donc la barre de formule. Et ce qui est intéressant avec la barre de formule, c'est qu'elle va nous permettre de vraiment visualiser, non pas le contenu de la cellule, mais vraiment ce qui nous permet de générer le résultat. Donc, présentement, ici, dans la cellule, j'ai le résultat 5. Et le contenu de la cellule, la formule qui m'a permis d'en arriver à ce résultat-là, c'est la formule égale 2 plus 3. De base, on peut faire différentes formules. Je vais vous en présenter quelques-unes un petit peu plus loin dans l'atelier d'aujourd'hui. Donc, voici les présentations. Souvent, quand on va parler de Sheets, on va se retrouver avec des calculs compliqués, des gros graphiques, mais je vous dirais, en enseignement, l'utilisation première de Sheets, c'est vraiment un outil qui nous permet de nous organiser. C'est un grand organisateur. Et je vous en montre un exemple ici, un plan de la semaine. Le fichier Google Sheets fait partie de la suite Google. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans la suite Google, vous avez un outil qui s'appelle Google Classroom. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pourriez organiser un Google Sheets pour vos élèves et l'utiliser de la façon suivante, c'est-à-dire faire une copie par élève. Chaque élève pourrait recevoir une copie des tâches de la semaine, par exemple. Et là, pour l'instant, ça n'a rien d'extraordinaire. J'aurais pu faire ça ailleurs. Mais étant donné que je suis dans Google Sheets, je peux utiliser certaines fonctionnalités. Donc, je vais prendre le temps d'élargir ma colonne ici. Tâches de la semaine. Ce qui serait intéressant, dans le fond, c'est que l'élève puisse faire un suivi lui-même de ses tâches. C'est possible. Il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous permet de créer ce qu'on appelle des cases à cocher. Et là, c'est vraiment un élément qui nous a permis de démocratiser l'utilisation de Sheets. Je vous dirais que les cases à cocher font en sorte que rapidement, on est capable de créer des systèmes de listes comme celle-ci. Donc, je pourrais indiquer les tâches de la semaine, écouter la vidéo. Vous voyez que ce n'est pas très explicite. Là. Je pourrais donner beaucoup plus de détails. Je peux même coller un hyperlien directement dans la case ici. L'élève, lui, dans le fond, tout ce qu'il aurait à faire, c'est de venir cocher au fur et à mesure qu'il a complété la tâche. Donc, si chaque élève, à l'aide de Classroom, reçoit une copie du fichier, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes en mesure d'aller valider où est rendu l'élève ou est-ce que l'élève fait son suivi. On pourrait même proposer un espace pour que l'élève puisse inscrire des commentaires sur, par exemple, ses difficultés ou son opinion par rapport à ce qui a été indiqué. Par exemple, c'est facile, la vidéo est intéressante ou autre. Des commentaires que vous pourriez consulter au besoin. Donc, Google Sheets peut nous servir vraiment à organiser, dans le fond, le travail qu'on va donner aux élèves en plan de travail. J'encourage fortement à utiliser le plus possible des codes de couleurs. Donc, vous avez l'opportunité ici d'indiquer, de pouvoir sélectionner différentes couleurs. Oui, ça peut être beau, mais en fait, ça peut devenir pratique. Par exemple, vous pourriez mettre systématiquement les vidéos en vert. Vous pourriez mettre en jaune les tâches importantes. Si l'élève a le choix entre deux tâches différentes, par exemple, on pourrait créer des exercices, deux séries d'exercices. L'élève choisit sa série d'exercices. Donc, c'est tous des éléments qui vont nous permettre de colorer, de rendre nos intentions plus claires, mais c'est aussi des éléments qui vont amener l'élève à s'organiser par lui-même à l'aide d'un outil tout simple, d'une liste avec des cases à cocher et d'un endroit pour indiquer ses commentaires.
Une autre utilisation possible de Google Sheets, c'est d'évaluer la participation des élèves. Je vous dirais, en tant qu'enseignant, j'ai toujours pris l'habitude d'avoir une liste qui est en dehors du système d'exploitation, du système de saisie de notes. Vous avez, par exemple, le pluriportail, vous avez peut-être le système Acoba, vous avez peut-être un système maison, mais j'ai toujours apprécié avoir une liste d'élèves qui est à l'intérieur d'un Google Sheets pour noter mes observations et pour avoir une espèce de cahier de suivi de mon élève. Je le faisais souvent papier, mais à la version électronique, ce qui est intéressant, c'est que je peux sortir mon téléphone, prendre des notes, je peux l'utiliser sur ma tablette, je peux le prendre à la maison. Donc, c'est un petit peu plus convivial, c'est plus accessible. Le problème, c'est que souvent, on va se retrouver avec des listes d'élèves qui sont un peu bizarres, qui sont organisées d'une certaine façon. Il y a plusieurs façons d'avoir des listes d'élèves. Moi, j'ai pris l'habitude de discuter avec le secrétaire de l'école qui est une bonne source d'information, qui pourrait vous envoyer des listes d'élèves. Souvent, les listes d'élèves, par exemple, fournies par le secrétariat, vous allez vous retrouver avec des éléments un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que vous allez avoir le prénom, virgule, le nom de famille. Une autre façon, vous pouvez faire des copier-coller. Et là, l'outil Google Sheets, il est excellent pour les copier-coller. Vous pourriez prendre, par exemple, une liste d'élèves que vous avez de façon électronique, sélectionner à l'écran sur un autre onglet et venir le coller directement à cet endroit-ci. Pluriportail, ça fonctionne très bien quand vous utilisez, par exemple, vous faites imprimer une liste d'élèves. Une fois que quand vous imprimez dans Pluriportail, le système crée un onglet. Vous allez dans l'onglet, vous sélectionnez vos élèves, vous faites copier-coller et vous allez vous retrouver avec le Sheets. Sinon, les fichiers peuvent provenir de Excel, peuvent provenir d'à peu près n'importe quelle source. Le problème, c'est que, comme je l'ai mentionné, des fois, les listes sont un peu bizarres. Donc ça, c'est une option avancée que je vous propose. Si jamais vos élèves sont séparés par des virgules, comme le cas que j'ai sous la main ici, vous avez quand même des options qui vous permettent de dissocier le prénom du nom. Ces options-là, vous allez les retrouver dans « Données ». Et le menu « Données », quand on parle d'une formation Sheets avancée, c'est un menu qui vaut la peine d'être exploré. Vous avez la possibilité de trier vos données, on va en parler dans un instant, mais vous avez aussi la possibilité de scinder le texte en colonnes. Et là, présentement, vous avez une liste d'élèves et je veux scinder ces élèves-là en colonnes. Le séparateur, lui, automatiquement, il a détecté que la virgule était le séparateur. Dépendamment d'où proviennent vos données, vous pouvez avoir un point-virgule, un espace ou autre. On pourrait séparer avec un espace, on pourrait séparer avec un point. Ça dépend vraiment de la source de vos données. Vous avez vu qu'en un seul clic, j'ai obtenu une liste d'élèves. Ces élèves-là ne sont pas classés, donc ce que je pourrais faire tout simplement, je vais sélectionner mes colonnes, je retourne dans mon menu données et je pourrais classer ça à partir de ma colonne A pour qu'ils soient en ordre alphabétique. Le nom et le prénom suivent, ils sont associés un à côté de l'autre. Je vous dirais que l'idéal, c'est vraiment d'avoir toujours à portée de main une liste que vous pourrez compléter selon vos besoins. Par exemple, on pourrait avoir, dans un cours de langue, vous pourriez noter la participation de l'élève en classe. Je reprends mon exemple ici avec mes cases à cocher. On peut étirer le menu ici pour recopier plusieurs fois. Et chaque fois qu'un élève participe, je pourrais venir cocher. Donc, ce genre de liste-là, une fois que vous avez votre liste de noms, prenez la peine de sélectionner vos élèves et gardez-vous toujours des listes de noms, une pour chaque classe. Ça va vous permettre de faire différentes choses. Donc, par exemple, ici, participer. Dans le menu données, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez sélectionner ici et dans vos données, vous pouvez créer un filtre ou avoir une vue filtrée. Je vous dirais que les deux options se ressemblent beaucoup, mais en gros, la vue filtrée est un petit peu plus permanente, des outils un petit peu plus poussés, mais dans le fond, vous pouvez créer tout simplement un filtre. Et là, c'est intéressant, c'est que si vous avez besoin d'une liste d'élèves qui n'ont participé, qui n'ont pas coché, donc c'est faux, ils n'ont pas coché ou n'ont pas participé, je vais filtrer et je vais obtenir une vue filtrée, vous voyez le petit entonnoir ici, uniquement les élèves qui n'ont pas participé à ma classe. Je pourrais avoir une liste qui fait le contraire, c'est-à-dire avoir la liste de tous mes élèves qui ont participé. Donc, l'option filtre, elle est vraiment très intéressante. Par contre, si vous l'activez, assurez-vous de ne pas vous tromper parce que présentement, on ne voit que les élèves qui sont cochés. Et chose importante, vous voyez que je vois les lignes 1, 4, 7, 9. Donc, ça enlève vraiment visuellement les éléments, mais ça ne coupe pas les données. D'ailleurs, si je viens cocher ici, je vais modifier mon filtre qui va se mettre à jour peu après. Une fois que vous avez terminé avec le filtre, je vous suggère de tout simplement tout sélectionner ici. Vous pouvez retourner à une vue normale, mais vous voyez que je suis encore en vue filtrée. Donc,
le menu filtre ici est situé en haut. Vous pouvez tout simplement recliquer dessus pour désactiver le filtre. Et je reviens à la normale de cette façon-là. Donc, une option qui est intéressante à exploiter. C'est à vous de voir un peu, mais je vous dirais qu'en termes de suivi d'élèves, ou si vous avez vraiment, par exemple, vous travaillez avec un parascolaire ou une activité, vous avez beaucoup, beaucoup d'élèves, c'est des éléments là, qui peuvent vous assurer d'avoir un très bon suivi. Ensuite, vous pouvez, évidemment, j'ai mis participation, mais on pourrait mettre une colonne commentaire personnel, observation en classe. On peut y aller autant au point de vue comportemental que pédagogique. Donc, c'est des outils de suivi qui sont vraiment intéressants et qui nous permettent de bien fonctionner. Une façon de travailler aussi avec des listes comme celle-ci, je l'ai vu dans des écoles avec des élèves du primaire, on peut partager justement notre feuille et faire en sorte que les élèves d'un groupe ou d'une classe aient accès en éditeur, donc en modification. Le partage, je vous dirais qu'il est beaucoup plus facile à faire via Classroom. Vous pourriez prendre le fichier ici et le partager à tous les élèves. Et les élèves pourraient venir indiquer eux-mêmes certains commentaires et travailler de façon collaborative. Une autre façon que j'ai vue, si vous avez un tableau blanc interactif, on pourrait afficher en gros la liste qui est présentée ici. Et quand un élève a terminé son travail, il se lève et va sur le tableau interactif, appuyer pour vraiment venir cocher « Moi, j'ai fini mon travail ». Ou si vous avez du travail d'équipe, ça peut être le représentant de l'équipe qui vient cocher tous les membres de l'équipe. Les élèves aiment ça, se lever, aller interagir avec le tableau. C'est une façon de faire aussi qui est vraiment intéressante. On va aller un petit peu plus loin, on va tomber dans un volet un petit peu plus mathématique. Au niveau des notes ici, on comprend que j'ai nom, prénom. Idéalement, on va utiliser le système de notes de votre école. Donc, comme j'en parlais tantôt, COBA, Plurilogique ou autre. Mais parfois, on ne veut pas toutes mettre les notes dans le système. Des fois, on va avoir plusieurs observations qui vont nous permettre de donner une cote. Donc, des fois, les élèves vont faire des activités de plus, puis c'est plus simple de l'avoir sur de pouvoir visualiser la participation ou les différents résultats. Donc, je pourrais avoir travail 1, par exemple, travail 2, travail 3, et je pourrais avoir la note finale, par exemple. La note finale pourrait être le résultat d'un calcul ou ça pourrait être mon jugement professionnel en fonction d'autres critères. Je vais entrer quelques notes au hasard. Oups, un petit peu ici. Ce que je veux qu'on sache, c'est que vous sachiez, c'est que on peut placer différentes informations, évidemment chiffrées ici. Par contre, les chiffres ici sont un peu embêtants. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui est bon. Est-ce que, tu sais, 12, c'était-tu bon par rapport à ça? Tu sais, dans le fond, présentement, je ne sais même pas, il est sur combien le total. Donc, une façon de rendre les éléments plus visuels, c'est d'y aller avec des codes de couleur. Donc, on peut y aller avec des éléments qui sont conditionnels. C'est-à-dire, dans le format ici, on peut faire une mise en forme conditionnelle. Ça peut nous aider justement à savoir, à visualiser rapidement les élèves qui ont de la difficulté, les élèves que ça va bien ou pas. Donc, souvent, moi, j'avais tendance à le mettre en pourcentage, mais même les pourcentages, ce n'est pas toujours visuel. Une façon de faire, c'est de simplement dire que, par exemple, lorsque c'est supérieur à, disons, 30, on va donner la couleur verte. Ça, c'est intéressant. Donc là, visuellement, toutes les cases ici qui sont supérieures à 30 vont devenir vertes. Supposons que si j'ai une révision de notes et que l'élève a 35, la case va devenir verte. Ça s'appelle la mise en forme conditionnelle. Vous pouvez, une fois que vous avez activé la mise en forme conditionnelle, vous avez le menu latéral, mais dans le fond, vous avez ces options-là dans le format mise en forme conditionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre plusieurs règles. C'est-à-dire que si, par exemple, la date, le résultat est, par exemple, est compris entre, donc j'ai dit plus grand que 30, 30 et plus, j'ai dit supérieur à 30. Donc, on pourrait dire que c'est entre 25 et 30 inclus. Le résultat sera jaune. Et je pourrais ajouter une dernière règle qui est, on avait dit entre 25, donc ça veut dire qu'il est égal ou inférieur. Donc, est égal à inférieur ou égal à 25. Moi, j'aimerais avoir la couleur rouge là, pour m'indiquer qu'il y a un problème avec cet élève-là.
Donc, je vais changer quelques résultats pour varier notre visuel, mais on voit qu'automatiquement, très facilement, on peut identifier les éléments qui vont causer problème. Et là, si vous avez plusieurs travaux comme ceux-ci, vous allez avoir une vision globale et la capacité de faire un suivi d'élèves qui est beaucoup plus efficace. Donc, c'est un élément à ne pas négliger comme outil de travail. Donc, la mise en forme conditionnelle. On peut aussi y aller avec des éléments un petit peu plus poussés. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement vous ouvrir la porte. C'est-à-dire que je vais vous montrer que ça existe, mais il y a différentes formules qu'on peut faire. Habituellement, les formules les plus classiques, on va écrire par exemple égal moyenne. Chaque formule doit absolument commencer avec le symbole égal. Vous sélectionnez la colonne ici et vous allez avoir votre résultat. Là, un problème, j'ai mis la moyenne au mauvais endroit. Je vais me reprendre. Donc, je vais inscrire moyenne ici. Donc, je reprends égale moyenne. Je viens sélectionner ma colonne de données et je vais avoir ma formule. Il y a différentes formules aussi moins connues. Par exemple, on pourrait y aller avec le minimum. Et même principe, vous faites égal, puis habituellement, vous commencez à taper une formule et si vous voulez avoir le détail, passez votre souris dessus, valeur minimale d'un ensemble de données. Donc, le résultat minimum de cette évaluation-là, il est de 13. Ça, c'est la façon manuelle. On peut inscrire les données, mais il y a un outil qui s'est ajouté il y a déjà quelques années. Chaque fois que vous sélectionnez des données, je vais fermer le menu ici. Chaque fois que vous sélectionnez des données ici, vous avez le bouton Explorer. Ce qui est intéressant, c'est que le bouton Explorer va vous donner directement les informations. Donc, plutôt que de chercher, de fouiller un peu quels sont les résultats, qu'est-ce qu'il y en a, en sélectionnant les informations, automatiquement, le menu Explorer va me dire que la somme, la moyenne, minimum, maximum, il y a 10 données dans la série. Dans certains cas, il va vous produire des graphiques. Dans ce cas-ci, les graphiques sont moins pertinents, mais si ça l'est, vous allez avoir accès directement à ces graphiques-là que vous pourriez tout simplement réexploiter et placer directement. Donc, c'est un outil qui est très convivial, qui s'appelle l'explorateur de données, donc explorer ici. Vous avez aussi l'explorateur de données là, sous un autre format juste à côté. Donc, ça donne quand même beaucoup d'informations. Vous avez certains éléments. Je vous montre un dernier petit truc plus avancé, quelque chose si vous voulez explorer. Il y a une formule qui est intéressante qui s'appelle la formule SI. Donc, la formule SI, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut placer une condition et ensuite y aller avec, vous avez ici, donc, afficher la valeur en fonction de l'expression logique. Donc, le principe de la formule SI, c'est qu'il y a un élément à vérifier. Par exemple, si cette cellule-là, elle est plus petite que, je vais dire, 24. Donc, j'ai une formule ici. Si le contenu de la cellule ici est plus petit que 24, et là, je pourrais décider d'afficher quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre échec. Donc, si vous voulez inscrire du texte, vous mettez entre parenthèses. Et c'est la formule si sinon. Donc, si vous connaissez un peu la programmation, vous avez peut-être fait du Scratch, vous avez la condition ici. Vous avez, si la condition est vraie, vous allez vous retrouver avec cette information-là. Et si elle est fausse, vous allez afficher cette information-là. Donc, présentement, je peux prendre la formule ici. Je vous rappelle, on a commencé tantôt avec la barre de formule. La barre de formule me dit que si la cellule C2 est plus petite que 24, inscrit échec. Le point-virgule ici me donne un sinon. Si vous n'inscrivez rien ici, dans le fond, il va laisser la cellule vide. Ça vous permet d'avoir des systèmes qui vous permettent d'analyser aussi rapidement. Par contre, je vous dirais, entre les deux, j'adore beaucoup le système de couleurs. Si jamais vous voulez pousser un petit peu plus le concept, une petite formule, donc ici, vous avez la formule SI. Vous avez aussi des formules moins connues. Si jamais vous êtes en charge présentement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de créer des adresses de courrier électronique. On peut créer en utilisant des formules comme la formule gauche. Donc, dans ce cas-ci, la formule gauche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre les caractères à gauche selon le nombre de caractères à gauche selon ce que je vais lui indiquer. Par exemple, ici, je vais dire gauche, la cellule ici, et je choisis le nombre de caractères. Si je place 2, il va me placer les caractères A et B. Si je veux créer des adresses de courrier électronique, je pourrais indiquer simplement 1 ici. Et là, je vais me retrouver avec la première lettre indiquée à gauche ici.
Donc, ici, je me retrouve avec la première lettre de la colonne ici. Il y a une formule qui s'appelle droite aussi, qui est moins utilisée. Donc, je me retrouve avec la première lettre du prénom de chaque personne. Et il y a une autre formule qui s'appelle concaténer, qui est un mot affreux en français, mais qui fait tout son sens, qui prend tout son sens et qui dit ce qu'il doit faire. Concaténer, c'est de combiner du texte, point virgule, avec une autre section de texte. Quel est l'avantage de concaténer? Je pourrais utiliser une formule comme celle-ci, c'est-à-dire que je vais concaténer, je vais prendre la lettre A, je vais ajouter le nom de famille et je vais ajouter, par exemple, une expression A commercial FEEP.qc.ca. Je viens de créer ce qui pourrait être des adresses de courrier électronique. Donc, présentement, j'ai la première lettre du prénom, nom de famille, avec le suffixe, qui est dans le fond ici, feeb.qc.ca. Vous pourrez prendre votre adresse, vous pourrez prendre votre suffixe de l'école. Le gros inconvénient, je vous dirais qu'en fonctionnant de cette façon-là, il faut quand même faire une validation assez serrée. Par exemple, les accents aigus ne sont pas acceptés dans les adresses de courrier électronique. Et si jamais vous avez des noms de famille plus complexes, il va vous placer des espaces. Mais ça peut déjà vous donner un indice sur comment on pourrait générer rapidement des adresses de courrier électronique. Une façon de faire qui est commune, qui est fréquente, c'est d'utiliser des numéros de fiches. Je génère des numéros de fiches ici d'élèves. Et toujours avec la formule concaténer, je pourrais prendre le contenu de la cellule, point virgule, l'adresse de courriel de votre école, à commercial, pardon. Et ça pourrait, habituellement, c'est une des raisons pour lesquelles les techniciens informatiques ou les écoles vont utiliser les numéros de fiches plutôt que les noms des élèves, c'est qu'on va se retrouver avec des adresses qui sont beaucoup plus faciles à générer et ça évite les doublons. Parce que vous avez Albert Tremblay avec Albertine Tremblay, ça va donner A Tremblay, donc vous vous retrouvez avec des éléments un petit peu plus complexes. La dernière section est peut-être un petit peu plus technique, mais je tenais quand même à vous montrer que au-delà des formules mathématiques, au-delà de ce qu'on voit habituellement quand on parle de Google Sheets, on va retrouver justement des outils qui sont vraiment intéressants et qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin, d'organiser les données, de trier les données, de prendre du texte, puis de créer, entre autres, des adresses de courrier électronique. En résumé, vous avez vu qu'on pouvait créer des plans de travail, on peut utiliser des listes de suivi que vous allez exploiter en classe. Vous pouvez aussi utiliser pour des notes, des suivis personnalisés et même avoir des formules un petit peu plus complexes là, qui permettent de créer différentes adresses de courrier électronique. Il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a des éléments très précis. N'hésitez pas à les consulter. Vous pouvez aller aussi sur le site des conseillers pédagogiques de la FEEP, donc cp.feep.qc.ca. Et voilà, ça termine dans le fond la présentation d'aujourd'hui. Bonne rentrée!